Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Super content, je sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est la pleine forme peut-être. Le rythme productif, hier on sortait une analyse un peu de la situation du mercato en Première Ligue. Quel club de Première Ligue fait le meilleur mercato? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Alors, la présentation rapide des faits, du joueur, sa bio, qui est-il, ça va être expédié en quelques minutes, mais on reviendra surtout en détail et en images, en statistiques aussi, mais beaucoup en images sur le profil d'Hugo Ekitike. Je me suis décortiqué, pas pour faire de mauvais jeux de mots, la plupart de ses actions cette saison sous le maillot de Reims. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu ce que j'en pense. Et enfin, on finira sur son rôle potentiel au Paris Saint-Germain, comment est-ce qu'il pourrait s'insérer dans le PSG de Christophe Galtier, avant de vous donner mon avis, qui est pour le coup un peu partagé sur la question. Voilà, j'en dis pas plus, je vous expliquerai ça en conclusion. Alors les faits rapides avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on parle d'Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain? C'est parce qu'hier soir, le Parisien a sorti un article, Ekitike aux portes de Paris. Apparemment, un accord aurait été trouvé, un accord de principe trouvé entre le joueur et le club. On sait que Reims a une offre de Newcastle depuis un moment de 36 plus 10, que Reims a accepté, donc autour de ce montant, Reims est d'accord, mais Ekitike a laissé traîner, refusé, lui est pas trop emballé par l'idée de Newcastle, et en revanche très emballé par l'idée du Paris Saint-Germain. Et donc la suite logique de tout ça, ce qu'on peut imaginer en tout cas, c'est que si le PSG a un accord avec le joueur, bon, ils ont des chances d'aller au bout, de finir par convaincre Reims, peut-être pour une indemnité de transfert légèrement inférieure, mais voilà, c'est un transfert qui n'est pas fait, mais qui semble, à l'heure où on s'enregistre, où je m'enregistre, probable. Alors, qui est Hugo Ekitike? Bon, c'est un joueur né à Reims, c'est un être humain né à Reims et formé à Reims. Il a fait ses débuts pro avec Reims donc la saison passée, pas la saison qui vient de s'écouler, mais celle d'avant, c'était 2020-2021. Sur la première partie de saison, il a fait ses premiers pas à Reims. Et ensuite, au mercato hivernal de cette saison-là, il a été prêté au Danemark, à Vejle, qui luttait pour le maintien. À l'époque, il a marqué quelques buts importants dans les playoffs de maintien, 3. On le voit ici sur Transfermarkt, donc 2020-2021, comme je vous expliquais, quelques minutes à peine en Ligue 1. Ensuite, en seconde partie de saison, prêté en Première Ligue danoise. Et enfin, il est revenu donc en Ligue 1 la saison passée, où il a véritablement explosé. Pas un énorme temps de jeu, il y a eu une grosse blessure notamment, mais un peu moins de 1300 minutes, 10 buts, 4 passes décisives, ça a été la saison de son éclosion. Il a aussi connu en 2021 ses premières capes en équipe de France U20, jusque-là il n'avait jamais été appelé en sélection de jeunes. C'est un binational franco-camerounais, donc à terme pourquoi pas il pourrait porter le maillot des Lions Indomptables, même si j'ai pas trop l'impression que c'est la direction que tout cela prend. Mais donc voilà, ça c'est la bio rapide, ça c'est où en est Hugo Ekitike à peu près, sort d'une très bonne saison à Reims. Maintenant, qu'est-ce que ça dit vraiment sur le terrain? Quel type de joueur est-il sur le plan technique? À quoi est-ce que tout ça ressemble? Alors, pour faire simple, c'est un attaquant central d'1m90 qui vient de fêter ses 20 ans il y a 3 semaines. Donc sa grosse saison, il l'a fait sur son année dès 19 ans. Et c'est un numéro 9 très moderne, un peu dans la lignée d'Erling Haaland, Alexander Isak, c'est-à-dire grand, rapide et bon techniquement. C'est un peu ça, le nouveau profil d'attaquant, cette nouvelle génération d'attaquants qui combine les trois caractéristiques, grand, rapide et bon techniquement. Je sais pas, à une époque, il y a quelques années, une décennie et plus, c'était tu choisis 2 des 3 caractéristiques, mais pas les 3. Lui a les 3, et malgré sa gestuelle qui fait un peu désarticulée, Ekitike fait beaucoup de différence grâce à un bon contrôle de balle. C'est une conduite propre et tranchante, beaucoup d'agilité. C'est un attaquant d'1m90 qui est extrêmement mobile. Il dézone beaucoup, donc on a vraiment la possibilité de jouer avec lui sur la largeur, mais il est aussi à l'aise sur toute la longueur du terrain, pas que pour occuper les côtés, toute la longueur du terrain, toute la verticalité, ça veut dire assez de vitesse pour prendre la profondeur et faire mal à une ligne qui serait un peu trop haute, pas mal de vitesse, mais aussi beaucoup de qualité dos au jeu pour combiner. Là, il cède bien de son 1m90 pour avoir de la protection de balle, et il est juste doué dans le jeu de remise, dans le jeu de conservation, de protection. Voilà, même juste pour tenir le ballon, faire monter son bloc, c'est une solution dans ce registre-là. Alors, il est juste pas fou de la tête, c'est vraiment sa lacune principale, sa faiblesse la plus évidente, mais sinon, je dirais que c'est un attaquant très complet, c'est vraiment ce qui le définit le plus, avec de super qualités de finition. On n'en a pas encore parlé, mais que ce soit les déplacements, la vision, le sens du but, la technique de tir, tout simplement,
tout ça, ça en fait un très bon finisseur dans la surface et aussi en dehors parce qu'il a plutôt une bonne frappe de loin. Il frappe pas hyper bien les penalties, peut-être ça on peut l'ajouter sur sa liste des défauts, mais tout le reste niveau finition est encore une fois très solide. Enfin, et pour ne rien gâcher, ça fait très attaquant moderne, c'est un vrai attaquant de pressing, de grosses facultés défensives. Il a pu le montrer à l'envi à Reims, parce que Reims a été bien moins performant que les saisons précédentes. Reims finit 14e, donc Reims a eu de très longues phases sans ballon. Mais à Reims, donc, il a montré de vraies qualités défensives pour mettre le porteur sous pression, pour aller gratter des ballons hauts, réussir des interceptions. Voilà, tout ça, tout ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est ce qu'on obtient avec les images. C'est ce que j'ai regardé avec de longues séquences passées sur Instat, tous ces clips, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le bilan statistique. Donc là, on est sur un site que vous commencez à bien connaître, FBref, où on peut comparer sa production par rapport aux attaquants des 5 championnats majeurs. Je rappelle que ça compare que aux attaquants des 5 championnats majeurs. Donc on trouve ce scouting report que sur les joueurs des 5 championnats majeurs. C'est basé sur ces 1273 minutes jouées donc sur les 365 derniers jours en Ligue 1. Et donc on peut comparer un petit peu tout ce qu'il a. Alors la première stat intéressante, je trouve que c'est ici, c'est non-penalty goals, donc les buts en enlevant les penalties, parce que sur 10 buts il y a 2 penalties inscrits, rapportés au total d'XG non penalty qu'il se crée. On ne compte pas les penalties dans le total d'XG qu'il se crée, tout ça c'est par 90 minutes donc. Et là où il y a un gros gap, c'est que sur ces non-penalty expected goals, sur les occasions qu'il se génère, et normal à Reims, il y en a moins que dans d'autres clubs, il est pile dans la moyenne, 52e centile. Sur ses buts, il est dans le 93e centile, dans le top 7% des attaquants des 5 championnats majeurs sur les 365 derniers jours, ce qui veut dire qu'il y a une grosse surperformance par rapport aux expected goals qu'il génère. Ça veut dire que c'est un très bon finisseur, ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de minutes et peut-être qu'il y aura un jour un retour à la normale, c'est vrai. En fait, ça veut dire que c'est difficile de savoir, mais si on regarde le verre à moitié plein, on se dit c'est un très bon finisseur. L'autre chose qui est intéressante, c'est au niveau des assists et des expected assists. Donc il y a plutôt un bon volume d'occasions qui sont créées même pour ses partenaires. On le voit dans les shot creating actions, 74e centile dans le premier quart des attaquants européens. Sur la participation au jeu et sur les passes, c'est pas forcément là qu'il a le volume le plus important. Ok, sans doute que le contexte rémois explique ceci. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la mobilité, sur le côté tranchant, la très bonne conduite de balle, la faculté d'élimination. Et c'est quand même quelque chose que là, il est conduit à beaucoup faire. Parce qu'il est très souvent isolé en pointe de l'attaque, très souvent livré à lui-même. Il doit beaucoup éliminer. On le voit sur ses progressive carries, 4,38, les chevauchés avec ballon, 4,38 par match dans le 84e centile. Et le nombre de dribbles réussis surtout, 97e centile, top 3% des attaquants des 5 championnats majeurs. Ça c'est sur donc, la production. Et enfin, le volume défensif. Là aussi, ça souligne tout ce qu'on disait par rapport à attaquants de pressing, etc. La pression, c'est bon. Les tacles, c'est bon. Interception, il est dans le top 1% en Europe avec une interception par match, ce qui est juste énorme pour un attaquant, a fortiori peut-être un attaquant central. Et bloc, dégagement aussi. Peut-être juste le dernier point, c'est les duels aériens remportés. Là, finalement, il est juste dans la moyenne pour un gars d'1m90. J'imagine qu'à Reims, il doit avoir pas mal de longs ballons à jouer aussi, surtout vu à quel point il est isolé en pointe. Bon, ça souligne à quel point il n'est pas vraiment un joueur très bien doté, très bien muni dans le domaine aérien. C'est une de ses lacunes qu'on expliquait tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est tous les points positifs, bien illustrés par les stats et par les images qu'on a pu se passer. Maintenant, et c'est peut-être un peu paradoxal après avoir dressé un portrait aussi élogieux, c'est que je dirais que je ne suis pas encore parfaitement convaincu par le joueur. Il y a quand même des choses qui pour moi mitigent un petit peu l'impression. Déjà, toutes les qualités qu'on a soulignées, il les a, mais je dirais pas qu'il les a forcément à 10 sur 10 non plus. Sa qualité technique est réelle, mais elle est quand même ternie par des moments qui sont beaucoup moins propres. Il y a du déchet, on ne peut pas se le cacher, il est là sur les images. Il y a du déchet qui nous rappelle qu'on est sur quand même un gamin d'1m90 qui n'est pas encore tout à fait à l'aise avec son corps. J'imagine qu'il a beaucoup grandi récemment, il n'est pas le seul à être dans cette configuration, mais voilà, il y a quand même du déchet technique, c'est pas 100% propre. Il finit bien aussi, mais c'est pas un tueur non plus. Là aussi, il y a du gâchis dans la zone de vérité et je vois pas un assassin, un œuf vraiment létal non plus. Il a une très bonne qualité de déplacement, ok, mais là encore, je dirais pas niveau élite non plus. Il réussit beaucoup de dribbles par match, je pense parce qu'il est tellement isolé à Reims qu'il doit en tenter énormément pour survivre, mais quand tu regardes toutes les images, il y a aussi beaucoup de dribbles qui sont ratés. C'est voilà, comme n'importe quel joueur, mais c'est pas non plus un joueur magique qui a 80% de dribbles réussis.
On peut ajouter aussi aux aspects négatifs. Là, je suis sur Transfermarkt, donc sur sa dernière saison, il a quand même reçu 2 cartons rouges, un en Coupe de France pour un vrai mauvais geste, un en Ligue 1 qui est pour le coup un peu plus de la malchance, le pied levé c'est juste un peu plus naïf entre guillemets. Ça se voit que c'est un gars qui a un certain caractère, je sais pas, sur ses célébrations de but, sur sa gestuelle, etc. Ça se voit que c'est un gars qui a un certain caractère, et donc ça fait aussi partie, même s'il n'y en a qu'un seul qui a un peu un mauvais geste, une mauvaise réaction, ça fait un peu partie de son profil. Et surtout, ça pour moi c'est quand même le plus inquiétant, c'est cette grosse blessure qui est survenue donc contre Brest en février. Je vous mettrai les images, c'est les ischios au bout d'une très longue course où il a dû accélérer et sur la fin, il rate son occasion et voilà, ça tire et il est absent 3 mois. Donc de fin février, 2 mois et demi, de fin février à début mai. Ça m'inquiète un peu parce que c'est un gabarit quand même particulier. Il n'est pas très rempli musculairement, j'imagine que ça joue, peut-être que ça peut gommer ces blessures-là sur la suite. Mais un gars d'1m90 aussi longiligne, qui repose autant sur l'accélération et sur l'explosivité, sur sa faculté à faire des déplacements et faire des différences balle au pied, voilà, c'est un gars qui a déjà montré qu'il pouvait se blesser. Et à 19/20 ans, c'est aussi, j'ai envie de dire, un truc à inscrire dans la colonne des moins. Je vous donnerai mon avis final dans quelques minutes, mais avant, l'avant-dernière partie, c'est son rôle au Paris Saint-Germain. Le PSG prend un joueur, ok, mais comment est-ce qu'il peut s'inscrire dans le collectif? La première chose, c'est qu'on va dire un joueur français, une pépite française, qui a un gros nom déjà, pas mal de hype autour de lui. Forcément, ça rentre dans la nouvelle ligne éditoriale du Paris Saint-Germain. Forcément, ça rentre dans cette idée de Campos, de rendre l'effectif plus français, constituer une identité française et francophone, des joueurs un peu moins clinquants, paillettes, etc. Donc ok, ça on comprend facilement comment ça fait partie de cette ligne éditoriale-là. Je pense que niveau UEFA, il est important aussi, le nombre de joueurs français, le nombre de joueurs formés en France, un peu homegrown, qu'il est important d'avoir pour inscrire sur les listes UEFA, a fortiori si tu perds Kalimundo cet été. Bon, c'est bien de se renforcer aussi de ce point de vue-là. Mais maintenant, où est-ce qu'il peut jouer? Parce que l'aspect communication et administratif, c'est une chose, mais ce qu'on attend, c'est un rendement sur le terrain. Où est-ce qu'il peut jouer au sein de ce Paris Saint-Germain-là? C'est un 9, comme on l'a dit, qui dézone beaucoup et qui n'a pas de mal à occuper la largeur, mais c'est pas un ailier non plus, c'est un 9. Donc il faut qu'il joue en pointe. Il peut évoluer seul en pointe, ça c'est quand même un gros point positif. Il a montré à Reims qu'il pouvait évoluer seul en pointe, très éloigné de ses partenaires. Pas tout le monde n'est capable de le faire. Quand on pense à Kalimundo par exemple, seul en pointe, ce serait assez compliqué. Évidemment, il arrive en tant que remplaçant clair, donc en pointe ok, mais en tant que remplaçant, ça c'est sûr. Je veux dire, le secteur offensif est déjà bien garni sur les gars qui partent titulaires, Neymar, Messi, Mbappé, pour ne pas les citer. Maintenant, on connaît les problèmes physiques, on connaît les problèmes athlétiques au Paris Saint-Germain. Tu peux arriver remplaçant et avoir quand même pas mal de minutes au sein d'un effectif où Messi, Neymar se blessent très fréquemment. S'il y a un 3-4-3, on peut imaginer qu'il ait des minutes tout de même, peut-être avec un Mbappé déporté sur l'aile gauche, et donc Ekitike seul en pointe. Même sur un 3-4-1-2, tu peux imaginer que si, par exemple, Messi se blesse, tu as Neymar en 10 sous Ekitike et Mbappé. Si Neymar se blesse, tu as Messi en 10 sous Ekitike et Mbappé. Il y a pas mal de configurations où tu peux l'imaginer avoir des minutes. Maintenant, un point qui m'intéresse, c'est qu'il faut voir la complémentarité avec Kylian Mbappé, parce que c'est un 9 qui est droitier. Ekitike, c'est un 9 droitier, donc a priori, il peut se retrouver dans les mêmes zones que Kylian Mbappé, ça peut être un danger. Et la complémentarité avec Mbappé, c'est un point qu'on soulève, c'est pas un petit point micro-tactique, c'est un point stratégique fondamental au Paris Saint-Germain. On parle d'un gars donc qui a 20 ans, si tu le prends là, c'est pour un contrat de 5 ans, c'est pour qu'il soit là sur de nombreuses saisons. Et Kylian Mbappé, c'est ta superstar absolue, ton meilleur joueur, peut-être le meilleur joueur de la planète sur les prochaines saisons à venir, qui vient de prolonger pour 3 ans jusqu'en 2025. Si tu ne peux pas les associer, si Ekitike ne peut pas jouer avec Mbappé, il ne jouera pas au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est quand même un point fondamental. Et c'est vrai que pour l'instant, est-ce qu'on imagine forcément le PSG jouer à 2 pointes? Pas sûr. Est-ce qu'on imagine Mbappé accepter même d'être déporté sur le côté? On sait qu'il apprécie quand même beaucoup cette position axiale. Pas sûr non plus. Ekitike ne peut pas remplacer Mbappé, ne peut pas prendre sa place en tant que titulaire. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui m'interroge un peu sur le temps de jeu que pourrait avoir Hugo Ekitike, et c'est quand même au centre de mes préoccupations. On va en discuter tout à l'heure. Et ça, c'est sans parler du fait, je me suis noté, sans parler du fait qu'il y a aussi la question Scamacca. Apparemment, le PSG est très proche de prendre Scamacca.
Et là, je comprends pas forcément l'idée de prendre les deux, Ekitike et Scamacca, 3 pointes donc, Mbappé, Scamacca, Ekitike, un indiscutable, une pointe indiscutable, Mbappé, c'est sûr que lui est indiscutable, et les deux qui peuvent pas pleinement se satisfaire pour leur progression d'un temps de jeu réduit, diminué, amputé. Ils peuvent pas être des joueurs de rotation s'ils veulent réaliser leur potentiel. Enfin, la question qui reste, c'est quand est-ce que Paris vend? Donc là, pour l'instant, Paris se positionne sur beaucoup de dossiers, très bien, mais il y a Icardi, ok, il y a Draxler, ok, il y a Sarabia peut-être, dont il faut se débarrasser, il y en a d'autres, enfin l'effectif il est absolument énorme. Pour l'instant t'achètes, mais le secteur offensif lui enfle à vue d'œil. Financièrement, le PSG peut se permettre d'acheter avant de vendre, ça c'est quand même une bonne chose, mais il faut réduire cet effectif, il faut le réduire substantiellement si tu veux donner des chances de réussite à tes recrues, et notamment en l'occurrence à Hugo Ekitike. Alors mon avis final sur la question, je dirais que pour moi, Ekitike au PSG, ce serait une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, ce serait une bonne prise pour Paris, que ce soit sur la mentalité, les qualités très complètes qu'on a évoquées, attaquant de pressing, qualité de déplacement, faire des différences, peut évoluer sur la largeur, sur la longueur, joueur français, attaquant polyvalent, donc pouvant jouer sur pas mal de zones du terrain, de la marge de progression, mais déjà de la qualité à 20 ans, à peine 20 ans, dans toutes les facettes du jeu. C'est très très bien pour Paris, ok. Maintenant, le point de nuance que je vais apporter, même sur les qualités pures, c'est que je vois pas forcément, dans tout ce que je vois d'Ekitike, je vois pas forcément un talent générationnel non plus. Je vois un très bon joueur, capable de rendre des services pour sûr, dans pas mal de configurations, avec toutes les qualités qu'on a mentionnées, ça ok, mais je vois rien dans son jeu qui est véritablement à 10 sur 10. Et peut-être même rien à 9 sur 10 si on accepte son sens de l'espace, son intelligence de jeu qui est là pour le coup, ça c'est sûr. Je dirais dans l'ensemble que le niveau de talent que j'observe, c'est juste ma vision des choses, mais celui que j'ai observé, il me semble un peu en dessous du niveau de hype que je vois par-ci par-là. A déjà 20 ans, ce qui est dans l'absolu très jeune, surtout qu'il vient de les avoir, mais à déjà 20 ans, il est par exemple pour moi très très loin de ce qu'avait un Kylian Mbappé, ce qu'avait montré un Kylian Mbappé à 17-18 ans. C'est pas du tout le même profil, mais sur le niveau de qualité et sur la qualité prouvée, notamment dans les grandes occasions, etc. Voilà, pour moi c'est incomparable, il ne sera jamais de cette catégorie et je dirais même qu'il en sera jamais proche. Je vois pas en Hugo Ekitike le futur grand talent du football français. Typiquement, il n'y a pas vraiment de relève identifiée au poste de numéro 9 en équipe de France, genre qui sera là après Benzema. Si tu te poses cette question et que tu crois fondamentalement en Hugo Ekitike, que tu vois un des tout meilleurs attaquants des années 2020, bah tu es obligé de dire que ce sera lui le grand 9 des Bleus, sinon qui d'autre? Ce sera lui qui fera plusieurs Coupes du Monde comme titulaire et moi je dois dire que je le vois pas atteindre ce niveau. Si je devais parier, je dirais que c'est un autre qu'on ne connaît pas encore qui le sera. Peut-être Kylian Mbappé repositionné en 9, on verra. Mais voilà, c'est typiquement je le vois pas à ce niveau, à ce standing là. Un autre point qui me dérange un peu dans ce move, comme on l'a évoqué, c'est qu'il est encore très très brut, ce qui exige du temps de jeu. Comme on l'a dit, pour l'instant au total dans sa carrière pro, il y a 1400 minutes de Ligue 1 et 600 minutes de championnat danois, c'est tout. C'est tout ce qu'il a dans sa carrière professionnelle pour l'instant. Il a tellement besoin de progresser, pas parce que c'est un joueur raté, je dirais, tellement besoin de progresser parce qu'il a des qualités brutes évidentes et parce qu'il peut atteindre un certain niveau, mais il a tellement ce besoin de progrès que pour le réaliser, il a besoin dès l'année prochaine, pour moi, de 3000 minutes. Sans doute pas à Reims, sans doute à un niveau supérieur. Idéalement, il irait dans un club qui est réputé pour sa capacité à faire progresser ses joueurs, pas où tu as besoin d'arriver déjà fini. Et il irait dans un club où il serait auprès d'un entraîneur réputé pour ses qualités de formateur, un entraîneur-éducateur. Voilà, typiquement, j'aimerais bien le voir au Nice de Lucien Favre. Ça, je pense que ce serait une bonne étape dans sa progression. Et ensuite, fait peut-être 2-3 ans à Nice sous Lucien Favre. Ensuite, le next step, aller à Dortmund, quelque chose comme ça. Peut-être derrière devenir le numéro 9 du Cameroun en sélection, s'il ressent ce lien au maillot. J'ai pas l'impression que c'est ce qui se profile. Mais voilà, un peu comme Haller avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une superbe carrière. Ça me semble plus proche, plus proportionné à la qualité que j'observe. J'imagine plus ça pour lui comme futur que 9 indiscutables du PSG et des Bleus. Mais voilà, ça c'est juste comment je vois les choses pour l'instant, de ce que j'ai pu observer. Je peux totalement me tromper, ça c'est loin d'être exclu. L'avis de pas mal d'observateurs, c'est quand même que c'est un immense talent, qu'il peut devenir un des tout meilleurs attaquants de la planète des années 2020, etc. Donc c'est pas ce que je vois personnellement, mais en vrai c'est ce que je l'espère, on va pas se mentir. Si on peut avoir un talent comme ça en Ligue 1 qui aide le Paris Saint-Germain dans ses objectifs,
Je crois que c'est tout bénef, moi j'en serais le plus ravi du monde. Et si tu peux voir un talent continuer à se développer, surtout un gars qui a autant de qualité brute, réussir à poursuivre sa progression, peut-être qu'un point qui est quand même important, c'est qu'il a tellement progressé depuis l'année précédente jusqu'à l'année aujourd'hui, quand on voit ses 6 mois au Danemark, quand on voit maintenant. Bon, c'est vrai que s'il poursuit sur sa lignée, peut-être que son plafond est plus haut que ce que j'imagine personnellement. Bref, c'est ce que j'espère, ce serait le rêve. Et on doit aussi dire que avoir 8 sur 10 de partout à 20 ans, c'est déjà vachement bien. Donc voilà, je suis un peu dur, peut-être un peu sévère, parce que j'ai l'impression que le niveau d'enthousiasme autour d'Hugo Ekitike, je le vois juste, ce niveau d'enthousiasme et de hype, je le vois juste un peu plus haut que ce que moi je vois quand je regarde les images. Donc voilà, je suis peut-être aussi pas le seul à voir les choses comme ça. Quand tu regardes ce qui s'est passé sur le marché des transferts, finalement le nombre de clubs importants qui se sont réellement positionnés sur Ekitike avec une vraie offre, de ce qu'on sait, il n'y en a qu'un seul, c'est Newcastle, donc c'était une offre de 36 plus 10. Et quand on voit l'approche du Paris Saint-Germain aussi, ce PSG qui en 2017 n'hésitait pas à mettre 200 millions d'euros quasi sur Kylian Mbappé, alors que le souffle du fair play financier se faisait sentir sur sa nuque. Bon, il y avait tout un arrangement avec des bonus, surtout un prêt pour repousser la date de paiement, mais en gros, PSG n'a pas hésité à claquer après avoir claqué sur Neymar. Là, tu te dis, avec un fair play financier qui est un peu moins fort, tu vois un PSG qui négocie, qui essaye de faire baisser l'indemnité autour de 30, c'est sans doute une bonne practice de recrutement, mais voilà, ça fonce pas non plus tête baissée, ça procède plus par opportunité, c'est pas le même comportement, peut-être que ça dit aussi des choses sur la perception qui est faite du joueur. C'est pas le talent générationnel forcément, en tout cas aux yeux de Campos. Voilà, quelque part ça c'est plus raccord à ce que je pense. Alors maintenant, si tu l'as à 30 millions d'euros, ce serait quand même un très très bon coup. Ce serait une super prise pour Paris. Paris ne se tromperait pas en le prenant, peut-être qu'on peut finir là-dessus. Et on n'est pas obligé d'être un talent générationnel pour être un joueur prometteur et utile. Et on n'est pas obligé, si on est le Paris Saint-Germain, de tenir un talent générationnel pour tenir un joueur prometteur et utile. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense sur Hugo Ekitike. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des supporters rémois qui ont vu tous les matchs, qui ont un avis plus détaillé encore que le mien. Moi, j'ai pas vu tous les matchs de Reims. J'ai quasiment vu aucun match de Reims en entier la saison passée. Mais je me suis fait quasiment toutes les actions d'Hugo Ekitike sur Instat. Donc on voit surtout ce qu'il fait avec ballon. Certains déplacements dans la continuité de ses actions, mais moins tout le reste du travail. Donc c'est forcément une vision partielle, en plus d'être une vision partiale. J'espère que ça vous a plu quoi qu'il arrive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage toujours beaucoup. On se retrouve d'ailleurs très vite pour la suite. Parce qu'en ce moment, c'est la folie sur la chaîne. Il y a une grande forme et une grande motivation de mon côté. Ça fait kiffer. Et voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.